Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Il est midi, 4 minutes. On est lundi, le 20 novembre. On vous souhaite un bon midi. Bienvenue dans votre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM Côte-Nord Attitude. Bon midi, Jean. Ah. Bon, on va aller sur le deuxième micro, hein? Voilà. Exactement. Donc, écoute, bon midi. Pour une fois que c'était pas mon erreur, et que j'avais ouvert le bon micro, hein? C'est une erreur de console. Oui, moi je m'entends pas. Oui, bon, oui. Ça marche. T'es là, Jean. Bon. Allô? Allez, sur ce moment de confusion, on vous souhaite la bienvenue dans Côte-Nord Attitude. Jean, on va, ça va aller mieux pour le reste de l'émission, vous allez voir. Et on a une grosse émission d'ailleurs là, pour commencer la semaine avec un dossier qui risque de faire jaser pas mal, je crois, pour commencer. Hein? Oui, on parle de la résidence des bâtisseurs, Valérie. Tu sais, cette maison, cette grande résidence sur la rue Arnaud qui héberge des personnes âgées, nos aînés à cette île. Ben, la grogne monte un peu au sein des résidents là qui tentent de former un comité des résidents pour demander certaines améliorations auprès de l'administration. On pense entre autres au service de cafétéria. Ils ne sentent pas beaucoup d'écoute de la part des dirigeants de cette résidence privée pour personnes âgées sur la rue Arnaud à Sept-Îles. Francine Gendron, c'est une infirmière à la retraite et elle agit comme présidente. Elle a été élue à la fin de septembre comme présidente d'un comité des résidents. Je l'ai rencontrée vendredi avec 4 personnes âgées qui demeurent dans cette résidence. Il s'agit de Juliette Boudreau, Marie-Hilda Poulain, Ernest Boudreau et Yolène Dubé, qui elle même va quitter parce que les conditions ne lui conviennent pas au sein de cette résidence. Je vous souligne que j'ai essayé de parler à l'administration de la résidence des bâtisseurs ce matin. On ne m'a pas retourné mon appel du côté de la directrice. Donc, on diffuse à 12h15 une entrevue avec 5 personnes, dont la présidente du comité des résidents de la résidence des bâtisseurs de la rue Arnaud à cette île. Ces gens-là, ils vont quand même sur un ton cordial, ils ne cherchent pas la chicane avec l'administration, mais voudraient être entendus dans certains dossiers, certaines améliorations, et voudraient avoir le droit de former leur comité de résidents. La semaine dernière, ils n'ont pas réussi à avoir une salle pour tenir une assemblée des gens qui vivent dans cette résidence privée. Ils ont dû se réunir du côté de l'église Saint-Joseph. On parle de tout ça avec ce groupe de résidents de la résidence des bâtisseurs à 12h15. Également au programme à Côte-Nord Attitude, il y avait l'Assemblée générale cette fin de semaine de la station de ski Galix. Le projet progresse pour reconstruire le chalet d'accueil et la saison de glisse 2017-18 s'en vient à grands pas. Hein? Il a neigé quand même en fin de semaine. C'était de la slotch à 138, mais un petit peu plus haut sur la montagne. Là, ça a pas mal tombé en neige, qu'on me dit, à Galix. Et ce soir, on commence l'enneigement artificiel. On reçoit la présidente de Ski Galix vers 12h28 sur nos ondes, Ghislaine Langelier, qui sera avec nous. Également, vers 12h40, 2 personnes de la fabrique Sept-Îles seront avec nous. Il s'agit de l'abbé René Théberge, de même que Anne Boudreau, qui est responsable, qui est animatrice à la pastorale pour les paroisses de Sept-Îles. On reçoit la croix d'évangélisation qui est partie de la Bolivie, qui fait partie d'un événement congrès missionnaire. Là, on se prépare aussi pour Noël du côté des paroisses de Sept-Îles, sans doute, hein, parce que la grande fête religieuse s'en vient. On va en parler à 12h40. 2 porte-paroles des paroisses de Sept-Îles, l'abbé René Théberge et Anne Boudreau seront avec nous. Et en fin d'émission Côte-Nord Attitude, comme tous les lundis, notre chronique, la nouvelle d'intérêt. C'est Steve Chapadeau qui sera avec nous. Et la nouvelle d'intérêt dans le domaine économique au cours de la dernière semaine, c'était quoi? C'était la mine du lac Bloom. Ben oui, je suis pas pire, hein? On va parler des retombées vraiment pour cette île là et la Côte-Nord parce que bon, il y a le fly-in, fly-out à travers ça, mais ça se présente bien les retombées économiques du projet Bloom. Donc on en parle avec Steve Chapadeau en fin d'émission. Et bien sûr, avant cette série d'entrevues, on vous présente un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM.
En mentionnant d'abord qu'il manque 130 000 $ pour confirmer le projet de rénovation de près de 3 millions à la station de ski Galix. L'Assemblée générale annuelle samedi a permis de faire le point sur ce projet. Ski Galix croit toujours reconstruire le chalet d'accueil l'été prochain. L'organisme dispose d'une subvention de 1,5 million de $ de la part du gouvernement du Québec et d'un soutien des villes de Port-Cartier, Sept-Îles, de même que de la MRC de Sept-Rivières. Les dirigeants doivent quand même trouver encore 130 000 $ sur la part du milieu de 250 000 dans ce projet. Par ailleurs, les responsables de la montagne amorcent ce soir l'enneigement artificiel en vue de la prochaine saison. Quelques centimètres de neige naturelle ont permis de commencer le travail hier. Donc, la présidente du conseil d'administration de la station de ski Galix, Ghislaine Langelier, sera notre invitée à 12h30. Le mauvais temps a entraîné quelques pannes d'électricité et de mauvaises conditions routières hier sur la Côte-Nord. Environnement Canada a émis 2 avis d'onde de tempête et de risque d'érosion des berges au cours de la fin de semaine. Une panne électrique a touché presque tous les clients d'Hydro-Québec sur le territoire de la ville de Sept-Îles pendant au moins 30 minutes sur l'heure du souper hier. La panne s'est prolongée en soirée dans certains secteurs. La poudrerie a affecté la visibilité sur les routes de la Côte-Nord. Un accident est survenu en fin d'après-midi sur la route 138 près de Rivière-Brochu entre Port-Cartier et Sept-Îles. Sinon, la Sûreté du Québec rapporte plusieurs sorties de route, mais pas d'accident majeur au cours de la fin de semaine sur la Côte-Nord. L'organisme Action Emploi Sept-Îles travaille dans un contexte d'abondance d'emplois disponibles depuis quelques semaines avec la relance de la mine du lac Bloom. La situation est favorable aux chercheurs d'emploi actuellement. Sur le site Placement en ligne d'Emploi Québec, 80 emplois de plus ont été affichés pour Sept-Îles jusqu'à maintenant en 2017, comparativement à l'an dernier. La directrice d'Action Emploi Sept-Îles, Léna Simard, constate que le taux de placement est bon pour les chercheurs d'emploi. Notre taux de placement est de 94% pour les chercheurs d'emploi. Ce que ça fait, c'est qu'il y a eu assez de gens qui ont quitté la région. Hein? Et là, ça fait un jeu de chaises musicales à l'intérieur. Présentement, là, on voit que la grande industrie, comme par exemple ArcelorMittal, Rio Tinto, les Champion, Tata Steel, G7 et Équipement Nordique, parce qu'il y a des entreprises qui engagent. Action Emploi offre plusieurs services aux gens à la recherche d'un nouveau travail, mais aussi aux entreprises en recrutement. Il y a plus de 500 personnes qui consultent cet organisme chaque année. Une délégation de la Côte-Nord, dont plusieurs Inuits, participe au congrès Québec Mine qui commence aujourd'hui dans la capitale nationale. L'événement regroupe 200 exposants des secteurs miniers, géoscientifiques et gouvernemental sur le thème « Échanger, innover, exceller ». Plusieurs sujets seront abordés lors d'une centaine de conférences, formations et ateliers. La demande mondiale dans un horizon 2020 pour les minéraux disponibles au Québec, la valorisation des résidus et l'organisation minière numérique figurent parmi les thèmes à l'ordre du jour. Une journée est consacré aux Premières Nations. Le ministre des Ressources naturelles et du Plan Nord, Pierre Moreau, prononcera un discours. Marc-André Ringuette et Aurélie Pandozzi, étudiants du département de technique minérale, du cégep de Sept-Îles, figurent parmi les finalistes du défi minier Québec Mine, dont les gagnants seront connus à la cérémonie clôture du congrès jeudi. Et puis, la députée fédérale de la Côte-Nord, Marilyn Gill, réclame des solutions permanentes aux trous noirs que laisse le programme d'assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers. La porte-parole du Bloc québécois pour l'Est du Québec demande au ministre Jean-Yves Duclos de réformer en profondeur la loi sur l'assurance-emploi. Elle déplore que les travailleurs saisonniers de la Côte-Nord recevront 3 semaines de moins de prestations cette année comparativement à l'an dernier parce que le taux de chômage baisse avec l'exode de la population régionale. La députée Marilyn Gill se réjouit par contre des nouvelles mesures en vigueur cette année pour favoriser l'accessibilité à l'assurance-emploi des proches aidants et des femmes enceintes. Voilà, ça complète. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio par le Marchal. Dans une volonté d'être toujours plus près de sa clientèle, Attraction Radio est fière d'accueillir une toute nouvelle représentante commerciale pour le secteur Port-Cartier, Pentecôte, Pointe-aux-Anglais et Baie-Trinité. Danielle Forget, impliquée dans le milieu des affaires pendant de nombreuses années et toujours à l'affût des nouvelles tendances en matière de promotion, saura vous guider vers la campagne qui fera rayonner vos produits et services. Laissez Danielle Forget vous faire découvrir la force d'Attraction. 88 768 6462 ou forget@attractionradio.ca.
Ils seront de retour très bientôt. Les parties du temps des fêtes. Opération Nez Rouge Sept-Îles est à la recherche de bénévoles pour Sept-Îles et Port-Cartier. Vous pouvez vous inscrire en ligne au opérationnezrouge.com dans la section bénévoles via l'application Opération Nez Rouge sur votre téléphone ou au 88 962 2322. Des formulaires sont aussi disponibles au bureau de la Fondation régionale de l'hôpital Sept-Îles. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook d'Opération Nez Rouge Sept-Îles. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. J'ai rencontré vendredi les membres d'un comité des résidents de la résidence des bâtisseurs à Sept-Îles, une résidence privée qui héberge des personnes âgées. Madame Francine Gendron en est la présidente. Pour l'entrevue qu'on vous propose à l'instant, elle est entourée de 4 personnes âgées qui vivent dans cette résidence privée. Il s'agit de Juliette Boudreau, Marie-Hilda Poulain, Ernest Boudreau et Yolande Dubé. On écoute cette entrevue. Des mauvaises relations s'installent entre la direction et les résidents de la résidence privée pour personnes âgées, les bâtisseurs de Sept-Îles. Depuis 2007, donc, un nouveau groupe de propriétaires réalise des projets. On a eu la phase 2 il y a quelques années à peine et on est en train de construire la phase 3. Mais là, le conflit est perceptible particulièrement autour de la formation d'un comité de résidents. J'en ai quelques-uns autour de moi et quelques-unes des résidentes de la résidence des bâtisseurs sur la rue Arnaud à Sept-Îles. Également, Madame Francine Gendron, qui est avec nous, qui est la présidente d'un comité qui est en poste, mais qui ne semble pas accepté par la direction. Madame Gendron, d'abord, vous allez nous expliquer ça, là. Il y avait déjà un comité depuis 3 ans. Là, on a voulu faire une rencontre dans une salle. Il semble pas y avoir des bonnes relations avec la direction ici. Ben, c'est parce que moi, j'ai été élue le 27 septembre. Le comité a été élu le 27 septembre. Le 4 octobre, je suis allée me présenter à Madame Geronazo, qui est la directrice, et elle m'a dit que le comité, Monsieur Côté avait dit que nous étions gelés pour l'instant. Et depuis ce temps-là, nous sommes toujours gelés. Ça fait que nous autres, c'est pas la guerre qu'on veut. On veut avoir toujours le lien avec la direction de la résidence des bâtisseurs. Nous avons beaucoup de misère à rencontrer la direction. Il semble qu'ils ne veulent pas nous rencontrer. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne sont jamais expliqués à ce sujet. Et la semaine dernière, donc, l'épisode de la réunion, là, on avait réservé une salle à l'interne. Finalement, la rencontre a eu lieu à l'église Saint-Joseph. Il y avait quand même 67 résidents, là, sur environ 200 personnes. C'était important pour les gens de la place. C'était très important parce que depuis le 27 septembre, les gens nous interpellent et ils veulent savoir ce qui se passe. Mais on ne pouvait parler. Ça fait que là, on était venu dans un impasse. Fallait rencontrer les résidents pour leur expliquer pourquoi on ne pouvait pas leur parler. Et à ce moment-là, on a voulu avoir la salle polyvalente. On est allé à plusieurs reprises, ainsi que les résidents, pour avoir cette salle. Elle nous a été refusée. Ils l'ont acceptée à peu près 1 heure avant qu'on fasse la rencontre à l'église Saint-Joseph. Ce qui était trop tard parce que le transport était réservé, tout était réservé et même l'église. Fait qu'à ce moment-là, la réunion a eu lieu à l'église où il y avait 67 résidents. C'était une réunion très constructive. Les gens ont échangé, ils étaient contents qu'on s'occupe pour retrouver le comité. C'est ça que les gens veulent. Et d'après le code éthique de la résidence, il est bien marqué qu'ils soutenaient le comité. Je ne sais pas de quelle façon ils peuvent soutenir le comité lorsqu'ils nous disent que nous avons pu accès à ce comité, et c'est pour cette raison-là qu'on est obligé de faire la réunion à l'extérieur. Madame Dubé, vous êtes une résidente depuis 3 ans. Là, vous êtes arrivée juste un peu avant la phase 2 à la résidence des bâtisseurs dans la nouvelle partie. Finalement, comme le disait Madame Gendron, on va pas à la guerre, mais on veut de la reconnaissance. Là, c'est un droit de se réunir puis d'avoir un comité, j'imagine. C'est plus qu'un droit, c'est vraiment là essentiel pour tenir les bonnes relations. Puis en plus, pour avoir des échanges cordiaux. Comme Madame Gendron disait, on n'est pas là pour la guerre, on est là pour que tout le monde, on puisse vivre ensemble dans un milieu de vie qui soit agréable, serein et sécuritaire. Alors, je m'explique mal ce refus et je considère que c'est manquer de respect et de dignité envers les personnes résidentes
à la résidence de Sept-Îles. Madame Boudreau, finalement, on n'a pas des revendications où on va sortir avec des pancartes dehors sur la rue Arnaud non plus. Est-ce qu'on est bien à la résidence des bâtisseurs? Finalement, vos gens sont pas maltraités, mal nourris non plus, là. On veut simplement du dialogue? Non, on est bien dans nos appartements, mais en dehors, on n'est pas bien. On n'est pas bien pour la nourriture et tout ça. On n'a pas ce qu'on veut. Parce que vous avez un bail avec la résidence des bâtisseurs. Il faut bien comprendre que vous êtes des locataires ici qui utilisent des services. Vous payez pour tous ces services-là. C'est inscrit dans votre bail, c'est ça, hein? Oui, c'est bien ça. Tout est inscrit. On me disait donc la rencontre à l'église Saint-Joseph, on a discuté de toutes sortes de choses. Peut-être Monsieur Ernest Boudreau, vous y étiez à cette rencontre-là. C'était quoi l'atmosphère, là? On n'était pas à la guerre non plus, là, quoi. Il n'y a pas de guerre, là, hein? D'abord, qui était là, il a expliqué pas mal ce qu'il y avait dans notre organisation. Pour la majorité des résidents ici, là, ça serait une bonne chose d'avoir un comité qui voit vos affaires. Oui, c'était... Madame Gendron, j'arrive mal à comprendre pourquoi on vous refuse le droit de vous réunir, d'avoir un comité. Est-ce que, entre autres vous n'êtes pas résidente, vous êtes une infirmière à la retraite. Il y a aussi Luc Poulain qui est impliqué, lui, ce sont ses parents, sa parenté qui est ici. Madame Sylvie Paquette également, là, c'est ses parents qui sont ici. C'est la présence de membres de la famille qui dérange, quoi? Comment vous sentez ça, là, dans vos relations directes avec les gens en poste? Je le sais pas, mais aussitôt qu'ils ont su que moi, Francine Gendron, je me présentais, le lendemain, Monsieur Côté a dit « Oh non, pas quelqu'un de l'extérieur ». Et à partir de ce moment-là, c'est ça, j'ai eu beaucoup de misère à rencontrer Madame la directrice Geronazo. Puis c'est ça qui... Puis moi, je trouve qu'un comité, c'est un sentiment d'appartenance et c'est nécessaire dans la bâtisse. Et il y a aussi, il y a 200 résidents ici. Il y a la phase 3 qui s'en vient. Éventuellement, on va louer d'autres espaces dans le bâtiment quand ce sera terminé les travaux de construction. Mais il y a aussi 56 résidents qui, eux, sont pris en charge par le Centre intégré de santé, là, par le réseau de la santé. Ces gens-là, ce sont des gens qui sont répartis un peu dans tout le bâtiment aussi, qui ont un autre niveau de service, quoi. Comment ça marche? Je suis pas au courant tellement, mais c'est complètement séparé. Là. Moi, on n'a pas été assez longtemps dans le comité pour savoir toutes ces choses. Mais moi, je peux dire, par exemple, que la résidence des bâtisseurs, là, c'est une résidence pour chacun des résidents. Parce que les autres, ils ont vendu leur maison sans venir ici, dans un climat de quiétude, ce qui n'existe pas présentement. Mais dans le réseau de la santé, il y a des comités d'usagers. On a déjà contacté, d'ailleurs, la fédération. On est rendu à quelle étape, là, pour voir reconnaître un comité? On a écrit des lettres, entre autres, là, on va se rapporter aux autorités, peut-être même à la ministre, quoi. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, je le sais pas. Mais je sais que nous autres, on a envoyé une lettre recommandée à Madame la directrice ici, Madame Geronazo, une copie conforme à Monsieur Denis Côté, qui est directeur régional pour le secteur de Rivière-du-Loup, Matane et Sept-Îles. Ils ont été invités parce que depuis notre entrée en vigueur, nous avons eu 3 réunions. Nous les avons invités à chaque réunion sans aucune reconnaissance de leur part. Présence, ils sont pas venus, ils sont absolument pas prévenus. Ça fait que moi je me demande pour quelle raison qui nous enlèvent le comité. Ils nous connaissent même pas. Qu'ils nous donnent la chance de nous connaître, ils vont voir que nous sommes du monde qui veut aider et non se armer pour les détruire. C'est, nous autres, on est là pour les résidents, pour qu'ils se sentent chez eux et nous serons toujours en contact avec la direction d'une façon paisible. On ne veut pas de chicane, on ne veut pas de guerre, ça n'est pas dans nos objectifs. Madame Dubé, ça fait 3 ans que vous êtes ici. L'administration comme telle, elle a changé beaucoup au fil des années. Ça aide peut-être pas, hein, 3 administrations en 3 ans, d'établir une bonne relation entre les résidents et la direction? Je suis une femme très ouverte aux changements, mais des changements qui font que on peut pas se connaître, on peut pas créer des relations et ni rien. Je considère que c'est une façon de manquer de dignité envers les personnes âgées parce qu'on est vulnérable rendu à cet âge. On a besoin de créer des liens. Et là, moi, dans 3 ans de vie ici,
J'ai eu 3 directrices, 3 animatrices de loisirs, 3 phases avec tout ce que ça entraîne de bruit, de poussière puis de manque. Alors, je considère que c'est pas ça quand on m'a dit, quand je suis arrivée, que la résidence des bâtisseurs offrait une sécurité maximale, un confort quotidien, un environnement de qualité et un milieu de vie où les résidents sont au centre de l'action. Je me sens pas au centre de l'action du tout et c'est ainsi que j'ai décidé de quitter la région. Ça me fait de la peine de quitter mon monde, mais le lieu, je ne me sens pas bien dans ce lieu. Je trouve qu'il ne correspond pas à mes valeurs. Puis en plus, c'est pas ça que je veux vivre, moi, à la retraite. Je veux qu'on soit ensemble comme une belle famille, puis qu'on soit capable de s'entraider, puis de avoir la complicité des personnes qui nous administrent et qui nous gouvernent. En terminant, Madame Marie-Hilda Poulain, là, on a quand même une belle résidence sur la rue Arnaud, sur le bord de la mer, pour les aînés de cette île, comme Monsieur Boudreau, là, ça représente beaucoup. C'est le vieux Sept-Îles ici. Tout ce qu'on veut, c'est vivre en paix, en harmonie, avec une direction qui nous écoute, si je comprends bien. Oui, c'est en plein ça. Moi, je suis parti de chez nous, tout laissé ce que j'avais là-bas pour m'en venir ici, pensant d'être... Tant qu'au logement, on n'a rien à dire. Moi, je travaille bien dans mon logement. Quand on sort à l'extérieur du logement, c'est bien la même chose. On a comme la nourriture qui est pas... Il pourrait y avoir des améliorations à différents endroits si vous écoutez davantage. Potentiellement, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux ici, hein? C'est ça. S'il y avait une bonne direction, je pense que tout serait bien. On est conscient de ça, Madame Dubé, hein? Potentiellement, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux ici, même si on revendique un petit peu, là, puis c'est normal. Moi, à mon arrivée, j'étais épatée de voir le bel esprit, tout ce qui s'offrait à nous autres en avant, et tout ça, je me disais, on est rendu dans un coin paradis. Sauf que le paradis a pris des couleurs différentes à la suite du vécu. Et c'est un peu, j'ai tenté, parce que je suis qu'une battante, j'ai dit, on va y arriver, puis on a mis sur place le comité des résidents, puis il y avait un bel esprit, puis on a été reconnus. Mais là, maintenant, c'est comme si là, tout s'envole. Alors, moi, je pense d'enlever la voix aux résidents. C'est vraiment, là, épouvantable, ça. Parce qu'on a encore besoin de parler. On n'est pas des personnes dépourvues, là. On a encore des expériences, on a encore des choses à dire. Puis quand on n'est plus capable de prendre des décisions, on s'en va vers la mort. Ben, je suis sûr qu'avec un peu d'harmonie, puis un peu d'écoute du comité des résidents, même la présidente Francine Gendron, qui a vécu ici 24 ans, sera heureuse de revenir dans la résidence des bâtisseurs. Sûrement, mais si ça change de beaucoup. Parce que si ça demeure comme c'est là, on va m'oublier à tout jamais. Parce que, non, je suis pas la seule non plus. Parce qu'on se sent comme dans un milieu, un omerta, où que personne ne peut parler et personne ne peut dire qu'est-ce qu'il ressent. On se fait revirer à chaque jour. Eh bien, monsieur, mesdames, merci beaucoup. Quelque chose à rajouter? Oui, mais je veux souligner quand même qu'il y a des personnes ici qui déploient de grands efforts pour essayer d'améliorer la situation. Mais ils ne sont pas seuls dans le mouvement. Alors, ils sont obligés d'obéir à des supérieurs. Et je pense qu'il est là, le malaise. On ne fait pas confiance aux gens qui sont ici. Parce que si on avait l'opportunité de prendre des décisions avec ces gens-là, on serait mieux traités. Merci beaucoup. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Les vedettes vous fascinent? Vous voulez tout savoir sur la vie trépidante de vos artistes préférés? Quels sont les potins du jour? La capsule Monde de Stars. Ici Chloé Patry Robitaille, je vous donne rendez-vous en fin de journée du lundi au vendredi afin de vous livrer les nouvelles showbiz qui font l'actualité sur le site mondedestars.com. Musique, cinéma, art et spectacle, vous serez les premiers informés. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. La capsule Monde de Stars. Du lundi au vendredi à 16h30 au 94.1. Les invités de nos émissions sont accueillis dans le salon VIP Resto Bar L'Ambiance. Le Resto Bar L'Ambiance, l'endroit idéal pour bien manger dans une ambiance décontractée. Choisir cette Honda, c'est choisir des véhicules fiables. Une équipe passionnée, un service irréprochable et une tranquillité d'esprit au quotidien. Et si je vous disais que vous pourriez en avoir encore plus? Et oui, exceptionnellement, cette Honda vous offre tous ces modèles 2017 au prix coûtant, du jamais vu. On vous attend. Cette Honda, vivre et conduire en toute liberté. Côte-Nord. Attitude.
Valérie, on va prendre des nouvelles du projet de reconstruction du chalet et de la prochaine saison de glisse du côté de Galix. Il y avait l'Assemblée générale annuelle cette fin de semaine de la station récréo-touristique Galix et je pense qu'elle est encore présidente du conseil d'administration. Ghislaine Langelier, bonjour. Bonjour. D'habitude, il y a des élections dans les assemblées générales annuelles. Tu es toujours présidente? Oui, cette année, on n'avait pas d'élection. Tous les postes ont été reconduits. L'année passée, on avait fait une modification. Fait que on est nommé pour 2 ans maintenant. Fait que la prochaine élection va être en novembre prochain. Bon, ben c'est de la continuité. Ça donne bien, hein, quand il y a un projet en cours comme ça. Changer d'équipe, ça aurait pu être des défis plus importants pour les nouveaux arrivants. Là, le projet de chalet, ça progresse. On parle de 130 000 $ manquants pour un projet de 3 millions. On n'est pas loin. On est vraiment pas loin. On arrive vraiment à la fin de notre mise de fonds, justement, de compléter notre mise de fonds pour le projet. On a encore un dernier effort à donner, mais on le visualise de plus en plus, notre chalet. Oui. La subvention du gouvernement du Québec, c'est 1,5 million de $. Il y avait comme un délai, là. On peut confirmer que ça va se faire, le projet. Il y a plus de... Ça peut plus reculer, ça, là. Ben, nous, on a toujours jusqu'à la première semaine de décembre pour produire nos documents pour le ministère pour confirmer notre subvention. Hey, c'est bien vite, ça. Oui, c'est très vite. C'est pour ça qu'on est vraiment en sprint. Mais normalement, on devrait avoir la confirmation officielle de notre subvention en janvier. Puis notre calendrier est prévu qu'en février, on part en appel d'offres pour pouvoir commencer la construction dès la fin de notre saison au mois de mai. On peut dire que vous avez quand même des appuis depuis des années, assez palpables, considérables, des 2 villes et de la municipalité régionale de Comté de Cette-Rivière. Vous avez envoyé un petit communiqué de presse en campagne électorale parce que ça a jasé un petit peu, là. Mais l'appui des élus puis l'appui des 2 villes, ça, c'est un acquis pour Ski Galix depuis longtemps. Oui. Ça, eux autres sont toujours derrière le projet, sont toujours derrière la station. Ils nous soutiennent du point de vue opération, puis ils nous soutiennent aussi pour notre projet du nouveau chalet. Bon. C'est le secteur privé qu'on aurait besoin d'aide encore un peu plus, là. Les alumineries Alouette, Rio Tinto de ce monde ont fait leur part quand même, hein? Oui, on a des grandes entreprises qui ont embarqué. Il y en a qui à différents niveaux, ça c'est sûr. Puis on a encore des approches avec certaines entreprises, communautés, qu'on attend des réponses, qui sont toujours encore un peu discrets, mais on les relance. Et puis c'est ça. On a besoin vraiment, ce qu'on a besoin vraiment, c'est c'est de l'aide financière, en fin de compte, pour monter notre capital pour notre mise de fonds. Oui, parce que Ski Galix, c'est quoi, entre 6 et 700 membres, bon an, mal an, là. Les membres comme tels, leur capacité de payer, c'est quand même, bon, à un moment donné, on peut pas charger un prix extravagant pour faire du ski à cette île non plus, là. Non, exactement. Puis c'est pas juste les membres. Faut pas oublier que c'est l'ensemble de la population qui pratique les sports de glisse à la station, autant pour quartier Sept-Îles et même toute la région, parce qu'on a souvent des visites des gens de la Basse-Côte ou même du Nord qui viennent nous rencontrer. Ça fait que c'est vraiment l'ensemble de la population qui participe. C'est pas réservé aux membres, on le sait, c'est ouvert à la population et tout le monde en profite. Fait que c'est vraiment l'ensemble des membres et tous les des membres et utilisateurs, Puis les utilisateurs, ils participent. Jusqu'à date, on a le côté de la participation des utilisateurs, c'est via notre site de dons et de briques. Puis on a une belle participation, parce que jusqu'à date, on a près de 23 000 de ramassés par nos membres et utilisateurs. Bon, ça c'est quand même très bien. Le futur chalet, il est joli, hein? Je l'ai vu en maquette sur votre site Facebook en fin de semaine. Là, ça va donner quelque chose de bien. Est-ce qu'on voit sur votre site Facebook, ça va ressembler pas mal à ça? Oui. Il peut y avoir encore quelques légères modifications, là, mais dans l'ensemble, c'est ça. Parce que c'est sûr, nous, on optimise le plus possible pour rentrer dans notre budget. Mais je pense qu'on est allé au maximum là, des réductions pour y aller. Il faut quand même offrir le minimum de services qu'on a de besoin et d'espace aux utilisateurs. Oui, puis dans le 3 millions, il y a d'autres choses aussi. Hein? On va pas se payer un chalet de 3 millions non plus. Il y a des affaires qu'on veut améliorer, le remont-de-pente, le tapis pour les jeunes. Non. Le projet 3 millions, c'est seulement pour le chalet d'accueil. Ah, mais on va avoir un beau chalet. Le tapis magique aux rencontres publiques qu'on a faites avec la communauté, justement, durant la campagne électorale, là, c'était justement pour tâter le pouls des utilisateurs parce qu'on avait comme un manque à gagner, puis c'était le montant du tapis magique. Fait que le tapis magique a été mis de côté pour l'instant.
OK. C'est un chalet qui va être assez bien équipé. Il va peut-être éventuellement pouvoir servir à d'autres choses. L'été, entre autres, là, il y a le curling qui loue plus pour des noces ou des choses comme ça. Il me semble qu'à Galix, il y a une belle salle. Il y aurait une belle salle là. Ah, c'est sûr, on verra, mais pour l'instant, c'est ça, nous, on va essayer d'étirer notre saison de l'automne au printemps, là. Pour l'été, on n'a pas encore envisagé faire de développement pour l'été, mais c'est sûr que si on a des demandes de location, ce sera à regarder. Ben, ça pourrait être une façon de faire de l'argent, peut-être, quand même facilement, ça, de louer la salle. Effectivement, puis de rentabiliser un peu le bâtiment, c'est sûr, puis de payer nos frais fixes. Oui. Ça, c'est sûr. En attendant, votre bon vieux chalet à Galix, il va t'offrir un dernier hiver? Ah oui, il n'y a pas de problème. L'équipe qui est là travaille fort, justement, pour le garder en état. Ils font des miracles, je dirais même, là. Mais la station est prête, il n'y a pas de problème pour cette année. Nos installations sont prêtes. On commence même l'enneigement là cette semaine. Ça fait que vraiment, là, on va être prêts. Avec la Dame Nature a de l'air de notre côté. Ben oui, vous, avec la tempête qu'il y a eu hier, vous deviez être dans les seuls qui étaient bien contents de voir ça tomber. Ah, j'espère que ça va juste tomber en neige aussi. Ben, c'est ce qu'Alexandre me disait. Il est sur place à Ski Galix, votre directeur Alexandre Verret, là. Il me disait que hier, ce qui est tombé en slot sur la route 138, sur le mont Galix, c'était plutôt de la neige, là. Ah, ben, c'est super. C'est ça qu'on veut. C'est ce soir qu'on commence l'enneigement. Comment ça se planifie le début de la saison? Ça prend quand même quoi? Faut que la température reste en bas de -4 avant qu'on ouvre comme tel, là, parce que de la neige artificielle, c'est pas comme de la neige naturelle non plus, hein? Non, probablement, mais là, tu me poses une question technique que je suis pas très au courant, c'est pas vraiment mon domaine, mais je te dirais, selon nos calendriers, la saison devrait commencer le 16 décembre. OK. Puis on a une nouvelle équipe, un nouveau directeur. Ça veut peut-être dire plein de nouvelles idées dans l'air pour la programmation de la prochaine saison? Ah oui, super. On a rajeuni notre équipe, puis ça l'amène vraiment des nouvelles idées. On est content pour ça. Bon, ben c'est à suivre. J'imagine que le site Facebook, c'est le site Internet aussi, skigalix.com, c'est la meilleure façon là d'être en contact avec vous autres, de savoir la date d'ouverture et les prochaines étapes, là. Exactement. C'est la meilleure place pour suivre les événements. Puis contrairement à l'année passée où on avait eu un petit problème, cette année, là, notre site est opérationnel, il n'y a aucun problème. Ouais, il y avait du monde à l'Assemblée générale et à la corvée cette fin de semaine, parce qu'il y avait aussi une corvée, hein? La corvée, c'était là 2 semaines. OK. Puis effectivement, les corvées ont attiré beaucoup de gens. C'est le fun. Ça l'aide aussi à développer la montagne. Et puis à l'Assemblée générale, on était une 50aine de personnes. C'était quand même bien. C'est quand même très bien. Oui, et j'étais contente parce qu'on avait une bonne décision à prendre. Puis on l'a pris ensemble. Puis c'est ce qui nous permet d'avancer le projet. Bon. Et la décision, c'était concernant le 130 000 $ comme tel, quoi. On voulait se protéger comme administrateur, c'est ça? Mais c'était surtout pour planifier la construction, à savoir si on gardait l'ancien bâtiment sur place, puis qu'on bâtissait à côté, ou qu'on le mettait à terre pour aller optimiser, pour avoir la meilleure position. OK. Et puis ça a été unanime. On y va avec la meilleure position possible. Ça fait qu'on va partir au mois de mai. Ça va être démolition du vieux chalet, puis on part en grande tout de suite avec le nouveau bâtiment. Bon, puis en attendant pour la prochaine saison de glisse, c'est le temps de renouveler sa carte de membre. Il y a des tarifs spéciaux si on le fait vite. Comment ça fonctionne, là? Oui, les tarifs spéciaux pour le renouvellement. Ben, les tarifs spéciaux avec la promotion pour le renouvellement, c'est jusqu'à l'ouverture de la saison. Fait que vous avez jusqu'au 16 décembre, pour renouveler, pour profiter de la promotion qui est des billets amis qu'on offre pour inviter des amis pour les initier au ski. Puis sinon, le reste de la saison, c'est toujours accessible. Bon, ben là, il nous reste à se souhaiter de la neige le plus tôt possible pour ouvrir la station de ski, peut-être avant la fin du mois de novembre. Qui sait, ça a déjà arrivé, je pense. Ouais, t'es optimiste. Bon, ben, quelque part en décembre, avant Noël, en tout cas. Oui, avant Noël, ça c'est certain. C'est la fois à Noël, c'est notre plus belle période justement pour commencer. Ça commence bien les vacances. Ghislaine Langelier, présidente du conseil d'administration de la station récréo-touristique Ski Galix. Un gros merci pour ton entrevue en direct aujourd'hui à Côte-Nord-Attitude. Ben merci, puis n'hésitez pas, le site de don est toujours ouvert. On attend votre contribution. Merci. Longue vie à Ski Galix et un beau chalet dès l'automne prochain. Excellent. Bye. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.
Par chez nous, les gens prennent soin les uns des autres. La porte, s'il vous plaît. Ben oui. Merci. C'est pourquoi chez Tim Hortons, le matin, vous en avez pour votre argent. Comme avec notre nouveau petit matin simplement saucisse pour seulement 99 cents à l'achat d'un café. Essayez-le sur petit pain déjeuner ou sur muffin anglais. Offre de durée limitée dans les restaurants participants, taxes en su. Par chez nous, les gens prennent soin les uns des autres. Allez-y, prenez ma place. Ah, merci. C'est pourquoi chez Tim Hortons, vous en avez pour votre argent. Comme avec nos nouveaux mini feuilletés et leur garniture de vraies pommes ou de bleuets. Dégustez-en 3 pour seulement 50 cents à l'achat d'un café. Offre de durée limitée dans les restaurants participants, taxes en su. Choisir cette Honda, c'est choisir des véhicules fiables. Une équipe passionnée, un service irréprochable et une tranquillité d'esprit au quotidien. Et si je vous disais que vous pourriez en avoir encore plus? Eh oui, exceptionnellement, cette Honda vous offre tous ces modèles 2017 au prix coûtant, du jamais vu. On vous attend. Cette Honda, vivre et conduire en toute liberté. Garda World est à la recherche d'agents de sécurité. Vous détenez un permis de conduire, vous êtes âgé de 18 ans et plus et vous cherchez un emploi vous offrant de bonnes conditions, dont un salaire minimum de près de 18 $ de l'heure, la possibilité de travailler à temps plein et de bénéficier d'avantages sociaux. Faites-nous parvenir votre CV au www.garda.com/carrière. La prochaine formation pour devenir agent de sécurité incluant le cours de secourisme sera dispensée du lundi 27 novembre au vendredi 8 décembre 2017 à Sept-Îles. Faites vite, pour inscription, appelez au 1-855-269-0357. Les fêtes arrivent à grands pas. Vous aimeriez avoir un nouveau style, une nouvelle vision pour l'occasion? Votre boutique Iris de Sept-Îles a la solution. Les 21 et 22 novembre prochains, venez les rencontrer pour l'événement Monture des fêtes. Sur place, vous y découvrirez plusieurs collections spécialement sélectionnées comprenant un vaste éventail de montures tendances. Venez nous voir et profiter de nos promotions offertes en boutique les 21 et 22 novembre à votre Iris de Sept-Îles. Iris, l'expérience d'une meilleure vision. Attitude. Valérie, il y a une croix qui a été bénie en 2015 par le pape François lui-même, la croix de l'évangélisation qui est à Sept-Îles présentement. Elle va se promener dans les paroisses de Sept-Îles, mais aussi de toute la Côte-Nord au cours des prochains jours, des prochaines semaines. La croix de l'évangélisation, en fait, est associée à un congrès, le 5e congrès missionnaire de l'Amérique qui aura lieu en Bolivie en juillet 2018. Pour nous en parler, l'abbé René Théberge est avec nous, de même que Anne Boudreau, qui, je pense, est animatrice à la pastorale dans les paroisses de Sept-Îles, particulièrement affectée au dossier jeunesse. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs. Et monsieur. Bonjour. Bon. Monsieur Théberge, on va parler donc de cette tournée nationale qui s'arrête à Sept-Îles. Hein? C'est un événement particulier. On n'a pas ça à tous les automnes chez nous, là, une croix bénie par le pape quand même. Non, ça, on n'a pas ça à tous les automnes. On a eu ça il y a plusieurs années, peut-être une quinzaine d'années, pour une journée mondiale de la jeunesse qui avait lieu à Toronto. Il y avait une croix aussi différente qui a circulé à travers le monde cette fois-là, qui était partie de Rome. Ça, c'est un symbole, au fond, de rassemblement. La croix, pour des chrétiens, c'est la source de notre espérance, de notre force, de notre victoire, si on peut dire. Donc, là, cette année, depuis 2 ans, cette croix-là, elle est partie de Bolivie, Santa Cruz, et elle circule au Canada. Le pape François en a béni 40, une pour chaque pays des 2 Amériques. Donc, ce congrès-là, ce grand rassemblement-là recouvre les 2 Amériques. Donc, on a accueilli la nôtre en octobre 2015. J'étais là à Montréal comme responsable diocésain de la pastorale avec les autres directeurs du Canada. Et elle a parti et maintenant, elle nous est arrivée la semaine dernière. J'ai été la chercher à Montréal. Donc, c'est une forme de pèlerinage, la croix de l'évangélisation. Hein? Elle est sur la Côte-Nord pour faire un pèlerinage. Quand on parle d'un pèlerinage dans l'Église, c'est qu'on va essayer de convaincre le retour des croyants vers l'Église. Un pèlerinage, c'est une marche. On se met en marche beaucoup font des pèlerinages à Compostelle. Il y a quelque chose là qui... Donc, on est entre convaincus plutôt. Pas nécessairement. On peut marcher pour Compostelle parce que c'est une mode, parce que on est en recherche de quelque chose. On ne sait pas trop quoi. Puis on croise d'autres personnes en recherche, puis d'autres qui sont à travers ça, qui sont des convaincus. Et comme me disait quelqu'un, faire Compostelle, les pieds nous apprennent plus que la tête. Parce que la marche est quand même exigeante, surtout si tu fais ça sur un mois. Bon. Le pèlerinage de la croix
C'est donc un symbole qui attire à s'approcher, parce que la croix, on y va avec ce qu'on est, avec ce qu'on cherche. On a déjà 2 groupes déjà qui s'approchent de la croix, et c'est toujours étonnant de voir ce que d'abord dans une petite animation, ce que les gens disent, ce qu'est la croix pour eux autres, puis ce qu'ils espèrent dans la vie, et on va déposer à la croix, on va chercher, on va vénérer, on va avec ce qu'on est. La croix, elle est large comme le monde, puis elle peut accueillir plein de choses. C'est symbolique, c'est pas nécessairement une croix d'une dimension exceptionnelle, qui rentre même pas dans le sous-sol de l'église. C'est quand même quelque chose d'impressionnant à voir aussi, ouais. Elle a la hauteur d'ici, donc elle a près de 8 pieds, 9 pieds, donc heureusement qu'elle se décompose en 3 parties pour démontable, pour pouvoir l'entrer dans une voiture en baissant un siège, là, parce que le pied principal est quand même imposant. Et cette croix-là a été faite, c'est peut-être sa particularité, elle a été faite par des gens de Santa Cruz, un village en Bolivie, où l'évangélisation, l'annonce de l'évangile en Amérique s'est faite la première fois par les Jésuites. Et ceux qui ont vu le film, les réductions des Jésuites, c'était cette forme communautaire de vivre à travers laquelle les Jésuites apprenaient aux gens, enfin la culture et plein de choses, et aussi transmettaient l'héritage de foi. Donc, ce sont les artisans qui ont appris de leurs ancêtres, qui ont fabriqué ces croix qui nous arrivent. Celle qui nous arrive est une de celles-là. Et quelle forme prend le pèlerinage de la croix de l'évangélisation là chez nous sur la Côte-Nord? Je pense que la première activité, ça devrait être dimanche, le 26 novembre, donc dimanche prochain à l'église Saint-Joseph. Dans le fond, on l'utilise pour regrouper les chrétiens à une réflexion. C'est ça. Dans le cadre, ça peut être dans le cadre d'une Eucharistie comme à Saint-Joseph, on va la présenter dans le cadre de la messe dominicale de 9h30. Et à la fin de la messe et une partie de la journée, l'église sera ouverte pour les gens qui veulent venir vénérer, faire leur démarche, venir prier. Bon. Dans d'autres lieux, comme on l'a fait cette semaine passée, c'est un groupe c'est un groupe d'affiliés, donc un groupe de ce style ici. On a différents groupes, des hommes, des femmes qui cheminent comme croyants, qui se rassemblent. Et ce groupe-là, donc, on a fait une démarche, parole de Dieu, des réflexions, un partage, et ensuite, chacun librement s'est approché, ceux qui le désiraient, pour, encore là, vénérer, confier, donner, recevoir. Enfin, tous les mots expriment. Et le lendemain, donc, le dimanche 26, c'est à l'église Saint-Joseph. Le lendemain, c'est le renouveau spirituel qui vont l'accueillir dans une activité spéciale en soirée. Elle est ici au moins jusqu'au 8 décembre. Elle va se promener un peu partout sur la Côte-Nord, finalement, dans le prochain mois. Voilà. Ici, là, il y a sûrement que les Inuits. J'ai fait des contacts, les communautés Inuits. Il y a d'autres groupes aussi, la communauté de Marie Immaculée. Le groupe des jeunes, samedi, le 9 décembre, tous les jeunes et leurs parents qui sont en cheminement pour la confirmation vont avoir l'occasion aussi de s'en approcher. On va intégrer ça dans la démarche de réflexion chrétienne. Après, elle devrait prendre la Basse-Côte, là, Saint-Pierre, pour début janvier revenir vers Bécomo, vers Tadoussac, enfin toutes les communautés qui voudront. Elle est offerte. Et puis, à la fin du mois de janvier, on l'amène au diocèse de Chicoutimi qui va, à leur tour, faire circuler la croix. Donc, elle a fait le tour, ça fait 2 ans qu'elle circule. Et le grand point de chute, ce sera juillet 2018, en Bolivie, Santa Cruz, le grand rassemblement, congrès missionnaire des 2 Amériques qui va se tenir. Et Anne, si on veut quelques détails, là, on peut rappeler que les paroisses de cette île utilisent des outils de communication modernes, entre autres votre site Facebook, un site Internet, même le feuillet paroissial s'y retrouve, ça fait qu'on peut quand même avoir accès à toute l'information facilement. Hein? Tout à fait. Il y a un nouveau site sur Facebook, là, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont consulté beaucoup, mais il y a un nouveau site qui a été créé, puis toutes les informations sont là, comme ce que tu viens de dire pour excusez, ce que tu viens de dire pour la croix. Toutes les informations sont là. Puis le feuillet paroissial est toujours là. Puis quand il y a des activités spéciales, tout ça, on retrouve tout ce site-là.
Et des activités spéciales, il va y en avoir plein là dans les prochains jours. On est quand même à l'approche de la fête de Noël. À Baie-Théberge, bon, c'est sûr que ça nous interpelle toujours, la fête de Noël, par notre passé religieux, par nos croyances également. C'est un peu la période de l'année où on voit encore quand même pas mal de monde dans les églises, où il y a encore beaucoup de gens qui reviennent un peu là à la religion catholique dans nos paroisses, hein? Je sais pas s'il y en a beaucoup qui reviennent, mais en tout cas, c'est toujours un point d'interrogation. Au fond, Noël, c'est comme Pâques, c'est les grandes interrogations d'une vie. C'est quoi le sens d'une vie? Est-ce que je flotte un peu dans l'air puis je disparais? Ou s'il y a une espérance qui m'habite? J'arrive de visiter une malade ce matin, une femme qui réside dans sa chambre. J'ai admiré cette femme, la sérénité, elle aurait tout pour démissionner, et elle a une sérénité alors qu'elle peut à peu près plus se déplacer. Ça fait des années, elle est une maladie qui s'allonge, mais une sérénité, une paix, puis je vois sa tablette à côté d'elle, elle dit là-dessus, j'ai plein de prières. Puis avec ça, elle dit, il n'y a pas trop de problème, elle dit, je suis sereine. Quelle espérance, alors qu'elle pourrait être devant le vide et désespérée. La puissance ou le don de cet enracinement dans la foi, ça, c'est vraiment remarquable. C'est vraiment remarquable. C'est un exemple. Donc, Noël, Pâques, ça vient brasser ces grandes racines chrétiennes, ces grandes racines de la foi. Et puis, ça fait fleurir des choses. Parce que la réalité des années 2000, c'est qu'on voit peut-être moins de gens de façon hebdomadaire le dimanche ou le samedi là, dans nos églises, mais ça ne veut pas dire que les gens sont moins croyants à cette île. Hein? On le sent autour des grandes fêtes comme Noël et Pâques, j'imagine, quand on est prêtre, entre autres. Oui, ça c'est sûr. On est toujours interpellé, finalement. Ça interpelle, mais le rythme de la vie charrie beaucoup. Donc, c'est d'avoir le ressort pour faire un espace à cette dimension que on peut l'oublier, on peut mettre dans les vapeurs, mais finalement on n'est pas. Quelqu'un me disait dernièrement, elle dit, j'écrase, elle dit une mouche, puis elle dit, elle est très proche de la biologie, puis elle dit, je la regarde de proche au télescope, elle a tout, système sanguin reproducteur, elle a tout. Et puis nous, humains, on sera rien. Elle dit, quelle question. En terminant, Anne Boudreau, il y a peut-être la guignolée qu'on peut parler parce que ça s'en vient bientôt. L'Église est toujours associée quand même à ce genre d'activité-là pour aider les personnes les plus en difficulté dans notre société. Oui, tout à fait. Ça fait 2 ans qu'on s'implique vraiment en tant qu'Église catholique de cette île, qu'on a 2 points de rencontre proches de l'Église Saint-Joseph, Arnaud puis Brochu. Puis c'est vraiment des bénévoles de l'Église. On est là, on a de l'Église catholique. C'est notre 2e année cette année. Puis je pense que les gens répondent bien, les bénévoles. Puis en tout cas, on voulait vraiment là, par solidarité, participer à ça. Puis on va le faire encore cette année. Avec en même temps que la guignolée des médias qui s'en vient, j'imagine. Hein? C'est au début décembre, ça d'habitude. C'est sondé ensemble. Oui, tout à fait. Oui. C'est terminé. On va vous souhaiter un bon pèlerinage avec la Croix de l'Évangélisation qui est chez nous, notamment une activité dimanche le 26 novembre à l'église Saint-Joseph. C'est à 9h30 à Baie-René-Théberge. Anne Boudreau, un gros merci pour votre passage à notre émission. Quelque chose à rajouter peut-être? L'église sera ouverte dans la journée. On peut passer simplement comme ça, admirer cette croix. Une particularité, sur la croix, il y a une relique d'une missionnaire de Bolivie, une femme qui a fondé la première communauté missionnaire dans ce coin du monde. Donc, il y a une relique, elle a été béatifiée, elle sera canonisée dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.
Chez Côte-Nord Mitsubishi, on liquide tous les modèles Lancer 2017 en inventaire. Que ce soit la traction intégrale ou la traction avant, des rabais pouvant atteindre jusqu'à 3 500 $ ou 0% soit à l'achat ou la location. Dernière chance de vous procurer la Lancer 30e anniversaire, pièce de collection avec les mêmes taux avantageux. En plus, obtenez un ensemble divers sans frais d'une valeur allant jusqu'à 1400 $. Mitsubishi, mieux construit, mieux garanti. Côte-Nord Mitsubishi, 100 rue Napoléon, Sept-Îles. Plus de détails en concession. Chers clients du Vendredi fou, nous avons tant d'aubaines du Vendredi fou, jusqu'à 50% de rabais, que cela ne pouvait attendre. Découvrez le service primé et choisissez parmi la grande sélection d'hôtels et excursions les mieux cotés. Envolez-vous avec le numéro 1 dans le Sud et saisissez ces super offres avant qu'elles s'envolent. Contactez votre agent de voyage ou visitez La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Valérie, on s'entend que la nouvelle d'intérêt de la dernière semaine, c'est le lancement, l'ouverture officielle de la mine du Lac-Bloom, une belle cérémonie avec le ministre responsable du Plan Nord qui a eu lieu la semaine dernière. Tout est officialisé et les retombées économiques sont déjà commencées. Steve Chappado est avec nous pour nous en parler. Bonjour Steve. Bonjour Jean. C'est du concret le Lac-Bloom là maintenant que c'est annoncé officiellement. On en a parlé régulièrement dans cette chronique. Là, on va parler vraiment des retombées réelles. C'est quoi? C'est en millions, en milliards, en des beaux millions? On est prêt à plusieurs centaines de millions, en fait. On en parle depuis le mois de mars, où l'étude de faisabilité a été déposée par l'entreprise, qui est venue, justement, où M. Cataford, le chef de l'exploitation de la mine, est venu présenter à la communauté d'affaires un petit peu l'envergure du projet à ce moment-là. À date d'aujourd'hui, ce qu'on sait, ça va être un projet de 7 millions de tonnes de production. Puis lorsqu'on sait le prix, M. Cataford justement a annoncé la semaine dernière que le prix au marché actuel pour un minerai de la qualité du Lac-Bloom se transige aux environs de 80 $ US la tonne. Donc si on transpose ça en dollars canadiens, à un taux d'environ 1,28 en date de ces jours-ci, mais là, on se retrouve avec une tonne de fer à peu près à 100 $ la tonne canadien. Donc on parle d'un chiffre d'affaires de plus de 700 millions de dollars pour la compagnie Minerai de Fer, qui est 100% québécoise. Là. Donc, c'est une retombée économique assez importante. Oui. Dont la production aussi est vendue à 100%. Donc, on sait que Sojitz, une compagnie japonaise, a un contrat pour 3 millions de tonnes et Glencore pour l'excédent. Donc, toute la production est vendue à 2 partenaires là, financiers en plus. C'est un projet très concret, c'est dans des domaines qu'on connaît également. L'opération va être différente de ce que faisait Cliff à partir du même site de la mine du Lac-Bloom. C'est que maintenant, il y a une société ferroviaire et portuaire à Pointe-Noire qui va faire une partie du travail. Ça aussi, c'est des retombées directes pour cette île, hein? Effectivement, c'est parce que aussi, il y a les opérations minières. L'entreprise est responsable essentiellement des opérations minières. Au fur et à mesure que le minerai est produit au Lac-Bloom et transporté justement par le chemin de fer QNSNL du Labrador jusqu'à Jonction-Arnaud. Et aussi, là, c'est la Société ferroviaire et portuaire qui prend le relais de Jonction-Arnaud jusqu'à Pointe-Noire pour les opérations de chemin de fer, aussi les opérations de la cour et les opérations du quai. Puis d'ailleurs, sur vos ondes, on voit passer des belles annonces pour laquelle SFP recherche des nouveaux emplois, des emplois cadres. Mais la bonne nouvelle là-dedans de retombées concrètes pour cette île, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travailleurs qui travaillent aux opérations de Bloom Lake via du fly-in, fly-out. Mais aussi, c'est la relance, une véritable relance de Pointe-Noire qui officialise là, ces jours-ci, je pense, une centaine d'emplois à l'année grâce à la concrétisation de ce projet-là. Oui, Monsieur Boivin, Pierre Boivin, le directeur de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, nous en parlait la semaine dernière quand même. Les retombées, c'est concret actuellement, mais c'est surtout le principe multi-usager qui va rester. Hein? Ces gens-là vont être à l'emploi de la SFP, donc pourront éventuellement aussi transborder du minerai de Tata et de d'autres projets éventuels dans la fosse du Québec-Labrador. Depuis l'an dernier, en fait, il s'occupe déjà du transport du minerai de Tata Steel, à peu près un 4 à 5 millions de tonnes, sinon plus, et avec un 7 millions de tonnes qui proviendrait de Champion, de la mine du Lac-Bloom. Déjà là, on parle de livraison qui dépasserait les 12 millions de tonnes pour 2018.
sans compter d'autres partenaires. Là, on parlait de différents projets les dernières semaines avec Takora qui peut relancer la mine Scully et aussi peut-être Alderon à plus long terme là, avec 7 à 8 millions de tonnes aussi additionnelles. Et il y a les emplois directs, mais il y a aussi des emplois indirects. On peut penser que nos PME, là, qui connaissent bien l'industrie minière, le fer en particulier, qui connaissent aussi bien Pointe-Noire que Fermont, que ce qui se passe entre les deux, il y a probablement plein de contrats à des entreprises de cette île Port-Cartier. La beauté de ce projet-là, c'est que ça vient consolider tout le réseau qui gravite autour. On parlait justement des partenaires au niveau de la logistique. C'est toute rentrée d'argent additionnelle pour nos entreprises, exemple comme QNSNL, vient consolider justement l'environnement d'IOC QNSNL. Toute rentrée d'argent additionnelle pour la SFP va venir consolider des emplois. Pour le port de cette île, vous voyez qu'il y a eu un litige qui a été réglé dans les derniers mois, qui finalement, ça remet justement le port de cette île qui était dans une situation un peu plus vulnérable, mais vraiment en état de santé financière avec la concrétisation. Donc, puis tous ces gens-là me font travailler un réseau de sous-traitants. Donc, ça prend des locomotives. Comme une grande entreprise minière, mais c'est une véritable locomotive qui fait travailler toute l'entreprise tertiaire, autant les sous-traitants que toutes les entreprises de services. La formule du fly-in, fly-out, tu sais que j'en ai parlé, Steve, jeudi midi avec le ministre du Plan Nord, Pierre Moreau, et avec le chef des opérations, David Catafort. Là, finalement, le Plan Nord, ça pourrait être avantageux pour cette île parce que l'avion, il va partir de cette île, donc ce sera peut-être des gens basés à cette île qui vont faire du fly-in, fly-out avec des horaires spéciaux à Fermont. Ça veut dire que là, c'est du bon fly-in, fly-out pour la côte, là. Excessivement. Puis on le voit avec IOC, les opérations minières se déroulent depuis plus de 60 ans du côté de Labrador, mais on a vu toutes les retombées pour cette île. Mais c'est vrai pour tout autre projet minier qui va se développer là, dans la région nordique. En terminant, on parle de tous ces partenaires qui sont dans le projet de Champion Iron, Minerai de Fer Québec à Fermont. Ces partenaires-là, ça devient des joueurs économiques pour la Côte-Nord et pour cette île aussi, hein? Effectivement, lorsqu'on regarde les partenaires de Minerai de Fer Québec, c'est parce que Minerai de Fer Québec, c'est un consortium de Champion. On parle beaucoup de Champion qui est à 66%, mais c'est le gouvernement du Québec aussi qui est au tiers dans ce projet-là. Donc, ça va avoir des retombées comme contribuable. La Minerai de Fer Québec va payer des impôts, va payer des taxes, va payer des redevances auprès du gouvernement, des redevances minières. Mais aussi, après tout cet argent-là, après profit, s'il y a une prise de dividendes qui est remise aux actionnaires, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 36,8% qui va revenir dans la poche des Québécois. Donc, le gouvernement risque de retrouver ses billes à très, très court terme. On voit que c'est des retombées positives qui arrivent d'un peu partout, finalement, quand un projet démarre comme celui du Lac Bloom. Steve Chapadeau, un gros merci pour ta présence en direct avec cette chronique, La Nouvelle d'intérêt. Merci à vous. La Nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Voilà, c'est ce qui termine cette édition de Côte-Nord Attitude du lundi 20 novembre, 13h01. Jean, on va souhaiter bien sûr un bon après-midi à tous les auditeurs et rendez-vous demain midi. Tu seras avec Tommy. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce qui va être au menu demain? Je vais être avec Tommy. On va parler un petit peu de sport d'abord. OK. Si je suis avec Tommy. On va parler de karaté parce qu'il y a un gros événement provincial qui s'en vient, un championnat. Marco Coulombe va venir nous en parler demain à Côte-Nord Attitude. C'est un des sujets qu'on va aborder. Et voilà, donc merci beaucoup d'avoir été là. On vous souhaite un très très bel après-midi à Pure FM. Bye bye.